Des forêts du sud, aux montagnes et aux glaciers, en passant par la côte de Norvège jusqu'aux îles du Svalbard et la mer de Barents, le nord de l'Europe est une terre mal connue. Ici, il faut être un spécialiste et savoir se cacher. C'est la clé de la survie pour la faune sauvage de Scandinavie. Depuis des siècles, les animaux ont appris à se méfier des chasseurs, et ils sont très difficiles à approcher. Deux cinéastes animaliers norvégiens, Arne Nævra et Torgeir Bech-Landé, ont passé plusieurs mois dans la nature à observer ces espèces rares. Le littoral de la Scandinavie est long et très varié. La population humaine a toujours vécu en harmonie avec la mer et les animaux marins. Elle a exploité les ressources naturelles de son environnement. La faune préfère donc garder ses distances. Il est très rare de découvrir l'intimité du hibou grand-duc ou du pigargue à queue blanche. Dans le sud de la Scandinavie, les plages de sable sont nombreuses. Un redoutable tueur se cache sous la surface. La plage est un terrain miné. Les baigneurs sont loin de se douter de ce qu'il se passe tout près d'eux. Ces trous sont des pièges mortels. Ils sont tendus par la larve du fourmilion. Elle est petite et grande amatrice de fourmis. Une larve est cachée sous le sable. Elle a tout prévu. Les parois du piège sont creusées à un angle parfait pour que la fourmi dérape. Ensuite, elle est incapable de remonter. Puis, c'est le coup de grâce. L'attaque est invisible à l'œil nu. Au ralenti, on comprend mieux la technique de la larve. Elle bombarde la fourmi de grains de sable pour que le sol se dérobe sous ses pattes. Quand la fourmi est tombée au fond, la larve n'a plus qu'à la saisir dans ses mâchoires. La victime est entraînée sous le sable.
Au nord, la côte est plus sauvage, avec de nombreuses îles et d'immenses falaises. Les habitants ont toujours des liens très étroits avec la nature. Dans les îles les plus isolées de l'Atlantique Nord, il reste de petites maisons où plus personne ne vit à l'année. Certains viennent y passer l'été pour perpétuer une activité ancestrale. Au début du printemps, ils installent des couches d'algues pour les canards marins qui arriveront bientôt. Les éders sont une espèce migratrice très recherchée pour son duvet. Les femelles arrachent leurs petites plumes pour en tapisser leur nid avant de pondre. Le duvet est ramassé chaque année. En échange, les récolteurs assurent la protection de l'habitat de nidification. Les éders arrivent par la mer, où ils ont passé tout l'hiver. Ils reviennent sur la rive pour la saison des amours. Les mâles sont reconnaissables à leur plumage noir et blanc. Ils tentent d'impressionner les femelles. Mais la plupart des couples se forment pendant l'hiver et peuvent rester des années ensemble. Certains tentent parfois de voler la partenaire d'un autre. La femelle se couche sur l'eau pour montrer qu'elle est réceptive. L'accouplement ne dure que quelques instants. Avant de pondre, les femelles doivent faire des réserves. Les éders pêchent des moules, des palourdes, des escargots et des crustacés au fond de l'eau. Ils les avalent entiers et les coquilles sont broyées dans leur gésier. Le Cap Nord se trouve en Norvège, tout au bout de la péninsule scandinave. La côte accidentée est pleine de vie pendant le court été. Des nuées d'oiseaux nichent sur les falaises et profitent des poissons très nombreux à cet endroit. Au début du printemps, il n'y a presque aucun oiseau. Puis, tout change. Les macareux arrivent en masse. C'est l'espèce la plus nombreuse dans la région. Ils vont coloniser la falaise. Ils cherchent un bon emplacement pour leur nid. Par centaines de milliers, ils tournoient dans le ciel, toujours plus près des parois abruptes. Les premiers se posent. Pourtant, le danger rôde. Les oiseaux savent qu'ils doivent se méfier des pigargues à queue blanche,
Malgré tout, les macareux s'installent dans les rochers. Beaucoup reviennent au même endroit que l'année précédente. Ceux qui se reproduisent pour la première fois se battent pour les derniers emplacements. Ils doivent aussi trouver un partenaire. Les autres retrouvent leur conjoint habituel. Les macareux peuvent vivre plus de 20 ans et sont très fidèles. Il y a d'autres habitants dans cette région peuplée d'oiseaux marins. Partout, ils se rencontrent et fondent une famille. Les cormorans ont acquis leur plumage de reproducteurs. Ils multiplient les postures pour impressionner et séduire. Les couples construisent un nid ensemble. Les fous de Bassans sont arrivés récemment. Ils nichent dans ces falaises depuis les années 80. Aujourd'hui, ils forment une colonie de plusieurs milliers d'oiseaux. Eux aussi n'ont qu'une idée en tête en cette saison. Les couples fêtent leur retrouvaille en se frottant le bec. Ils s'affairent à consolider leur nid. La plupart des éléments utilisés pour la construction du nid sont d'origine naturelle, mais beaucoup proviennent de déchets laissés par les hommes. Partout dans la colonie, on voit des morceaux de filets de pêche qui flottaient sur l'eau. Les fous de Bassans ont rapporté ces bouts de plastique colorés indestructibles. Ils s'efforcent d'avoir les plus beaux nids. Les filets ressemblent beaucoup à des algues, mais ils peuvent être dangereux. Certains oiseaux le découvrent à leurs dépens. Les prises de bec ne sont pas rares dans la colonie. Tous les oiseaux veulent se reproduire au même moment et les conflits sont nombreux. Le passage d'un pigargue à queue blanche peut déclencher un vent de panique. La falaise se vide en quelques secondes. Mais le rapace ne voulait pas attaquer. Il cherchait peut-être à repérer les oiseaux faibles ou malades, incapables de s'enfuir. Dans le nord, les nuits d'été sont claires, mais les éders se sentent tout de même plus en sécurité qu'en plein jour. Le soir, ils se dirigent vers la côte pour trouver un nid. Les canards inspectent les sites potentiels. Les récolteurs de duvet s'interdisent de sortir la nuit pour les laisser tranquilles. Les nids préparés par les humains sont passés en revue. L'un d'eux a trouvé preneur.
Une femelle prévient les autres. Celui-ci est le sien. Dans l'eau, des mâles se disputent. Puis, un pigargue à queue blanche apparaît. Le rapace rentrera à Bredouille. D'autres visiteurs arrivent du sud. Des bernaches nonnettes sont en pleine migration. Leur passage n'est pas discret. Elles ont volé sans s'arrêter depuis l'Écosse. C'est leur première escale. Elles ont encore un long voyage jusqu'à leurs aires de nourrissage, plus loin au nord. Elles se ravitaillent ici, avant de repartir. La bernache nonnette était autrefois une espèce menacée en Scandinavie. Elle est protégée depuis le milieu des années 50. Sa population s'est reconstituée. La nourriture ne manque pas. Les bernaches et les eiders cohabitent pacifiquement. Les femelles eiders ont commencé à pondre. Celle-ci dépose 5 œufs qu'elle va couver pendant 25 jours. Les bernaches nonnettes reprennent la route. Elles remontent la mer de Barents et passent le cap Nord jusqu'à l'archipel du Svalbard. C'est un paysage composé de fjords, d'icebergs et de montagnes. Il n'y a pas un seul arbre. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'animaux dans l'archipel. Pourtant, les bernaches nonnettes sont là. Elles ont déjà eu leurs petits. Leur priorité est de protéger les jeunes des prédateurs, comme les goélands bourgmestres. Ils surveillent en permanence la colonie en cherchant ses points faibles. Le Svalbard est une terre de contraste, où l'on trouve quelques taches de verdure.
Les rennes du Svalbard sont petits et trapus. Ils survivent avec le peu de nourriture que leur offre la nature locale. C'est une espèce robuste et experte en la matière. Au large, il y a d'autres experts. Un géant apparaît en surface. Ce long dos gris-bleu et cette petite nageoire dorsale ne trompent pas. C'est une baleine bleue, le plus gros animal du monde. Elle peut atteindre 27 mètres et peser 150 ou 170 tonnes. Normalement, les baleines bleues ne viennent pas jusqu'à l'archipel du Svalbard. Mais depuis quelques années, on les voit de plus en plus fréquemment. Peut-être parce qu'il y a moins de glace en été. Elles mangent du krill, et ces petites crevettes sont très abondantes dans les eaux froides de la région. Les oiseaux profitent eux aussi des richesses de la mer. Leurs colonies s'installent dans les falaises. Ils sont des centaines de milliers de guillemots de Brunique sur cette montagne. Il y a souvent des conflits dans la colonie, mais aussi des moments de tendresse. Tous les couples gardent leurs petits près d'eux pour les protéger des goélands bourgmestres qui sont prêts à profiter de la moindre inattention. Les guillemots pêchent de petits crustacés et des poissons. Ils descendent entre 20 et 60 mètres de profondeur, mais peuvent plonger à plus de 100 mètres. Les parents reviennent régulièrement sur la falaise pour nourrir les petits. Bientôt, les jeunes guillemots devront se jeter à l'eau pour pêcher leur propre repas. Ils se lancent avant même de savoir bien voler. Un mâle escorte son petit jusqu'à la mer. C'est un endroit sûr pour s'entraîner. Quand il se lance dans le vide, un petit est certain de tomber dans l'eau. Autrefois, il y avait toujours de la glace autour de l'archipel du Svalbard, même en été. Les ours polaires pouvaient circuler sur la banquise. Ils passaient d'un iceberg à l'autre à la recherche de phoques, leur proie préférée. Mais les changements climatiques ont profondément modifié l'environnement. La banquise a disparu en été. Normalement, les ours chassent les phoques dans les trous où ces derniers remontent respirer. Aujourd'hui, ils doivent aller de plus en plus loin des îles pour trouver de la glace ou monter sur la rive et chasser ce qu'ils trouvent. Ce squelette de rorqual a été nettoyé par les prédateurs. Pourtant, un ours polaire affamé espère qu'il reste de quoi se nourrir. Un plus jeune observe la scène.
le jeune préfère s'éloigner pour éviter un conflit. Avec la disparition de la glace, les ours polaires de la région ont perdu leurs repères. Les morses vivent sur les côtes rocheuses des îles du Svalbard. L'espèce est revenue en force depuis une campagne de conservation lancée dans les années 50. Elle occupe de nouveau ses anciens territoires. Les allées et venues sont incessantes. Les morses ne cessent de circuler entre la mer et la plage. Les plus gros peuvent peser jusqu'à 1500 kg et ils ne sont pas très gracieux sur la terre ferme. En revanche, sous l'eau, ils sont dans leur élément. Les morses aiment vivre en groupe. Ils se pressent les uns contre les autres et se poussent parfois violemment. Les plus jeunes se trouvent au centre et les plus gros à l'extérieur. Ils n'ont pas peur de leurs seuls ennemis terrestres, les ours polaires qui peuvent surgir à tout moment. Les adultes n'ont en effet rien à craindre d'eux. Mais les petits sont vulnérables, en raison de leur peau peu épaisse et de leur petite défense. Les femelles encerclent les petits pour les protéger. L'ours polaire tente de repérer des animaux malades ou affaiblis. Soudain, les morses se précipitent vers l'eau. Un deuxième ours apparaît. Les morses sont en sécurité. Cette fois, les ours repartent le ventre vide. Les ours polaires souffrent des changements climatiques beaucoup plus que les morses. Comme la banquise fond autour des îles, ils ne feront peut-être plus partie de la faune du Svalbard à l'horizon de 2035. Au Cap Nord, les falaises ont une couleur inhabituelle. Elles sont tapissées du guano des oiseaux, ce qui permet au cochléaire officinal de les recouvrir. Ces plantes, qui sont riches en vitamine C, étaient bien connues des marins, car elles leur évitaient le scorbut, d'où leur surnom d'herboscorbut. Par endroits, elles forment comme des jardins suspendus. Partout où il y a un peu de terre, des plantes apparaissent grâce aux apports des oiseaux. Il y a un nouveau venu dans le nid des macareux moines. Les femelles pondent un seul œuf.
Ensuite, un des parents reste avec le petit pour lui tenir chaud pendant que l'autre va pêcher. Il se relaie pour rapporter de petites anguilles. Ils nourrissent leurs poussins jusqu'à 5 fois par jour. Ce macareux est seul avec un petit. Son compagnon n'est toujours pas rentré. Personne ne rapporte à manger, ni ne vient le remplacer. De nombreux macareux reviennent le bec plein de petits poissons et se dirigent immédiatement vers leur famille. Il est indispensable d'être deux pour élever un petit. Tout près, un macareux tente de voler les poissons des autres. C'est peut-être celui qui est seul avec son petit, ou juste un pique-assiette. Une femelle eider couve ses œufs depuis près d'un mois. Elle s'adresse déjà au futur caneton pour qu'il puisse reconnaître sa voix après l'éclosion. Son nid est tapissé de duvet chaud qu'elle a arraché de son poitrail. Puis, c'est enfin le grand jour. Les canetons découvrent le monde extérieur. Ils commencent immédiatement à cancaner. Leurs cris attirent de jeunes femelles. Elles n'ont pas encore de petits et ont envie de s'occuper de ceux des autres. La mère n'est pas toujours d'accord. Sur la côte, un autre oiseau a fondé une famille. La femelle est dans le nid et le mâle un peu plus loin. Ces deux hiboux grands-ducs sont parfaitement camouflés par leur plumage. Il n'y a qu'un seul petit. Les hiboux grands-ducs ne construisent pas de nid. Ils se contentent souvent d'un trou dans le sol. Le mâle guette les proies, mais il y en a peu cette année. Dans le nord, les grands-ducs aiment particulièrement les campagnols. Ils n'ont aucun mal à s'approcher en silence pour les attraper dans leurs serres. Les plumes au bord de leurs ailes se terminent par de petites franges qui leur permettent de voler sans faire de bruit. Quand le mâle met trop de temps à rentrer de sa partie de chasse, la femelle va chercher un campagnol dans son garde-manger. Elle doit aussi se méfier des pigargues à queue blanche. Ils sont assez puissants pour attaquer un hibou.
il y a un autre nid à proximité. Un petit hibou affamé attend le retour de ses parents. Il n'est pas seul dans le nid, mais l'autre est mal en point. Le prochain repas ne changera rien pour lui. Seul le plus robuste des deux survivra. Le plus faible agonise. Son frère est indifférent à ce qui lui arrive. Les petits éders n'ont qu'un jour, et ils doivent déjà sortir du nid. Les canetons doivent suivre leur mère jusqu'à l'eau. Le voyage est court, mais dangereux. Il faut échapper au goéland. Les femelles sans petits aident les mères à protéger leurs canetons. Une fois qu'elle a quitté son nid, la famille d'Eider n'y revient jamais. C'est le moment de récolter le duvet. Il sera nettoyé à la main, puis utilisé pour faire des couettes ou des oreillers. Sur l'eau, les femelles et les petits se regroupent pour être en sécurité. Les goélands sont une menace permanente. L'arrivée d'un pigargue à queue blanche offre un peu de répit aux éders. Les goélands se concentrent sur la protection de leur propre famille. De nombreux canetons ne survivent pas à leur premier jour. Les fous de bassan vivent toujours sur leurs falaises. Il y a des œufs dans les nids et des petits de tous les âges. Les parents s'en occupent chacun leur tour. Les pigargues et les goélands rôdent dans le ciel. Un petit sans défense est une proie facile. À cet endroit, la mer est très poissonneuse. Les fous et les cormorans ravitaillent en permanence leurs oisillons. Ils avalent les poissons pour les transporter à l'abri dans leur estomac. Ensuite, ils se posent sur la piste d'atterrissage encombrée. Puis les fous régurgitent leur butin sur lequel se jettent les petits. Les jeunes cormorans ont une méthode un peu plus brutale.
Au pied des falaises, la mer offre un festin aux oiseaux marins. Cette richesse de l'eau est la base de la vie sur la côte. Les harengs ont reconstitué leur population après avoir frôlé l'extinction dans la région. À l'automne, les bancs s'approchent du littoral avec de grands mammifères dans leur sillage. Les harengs sont au menu des baleines à bosse. Elles peuvent mesurer jusqu'à 17 mètres et peser 40 tonnes. De jeunes pigargues attendent dans leur nid. Leur mère doit être partie en chasse. Les pigargues à queue blanche sont monogames et occupent chaque année le même nid. En Islande, un nid a été occupé pendant 150 ans par les générations successives d'une même famille. La femelle est de retour. Elle ne rapporte rien. Elle veut peut-être juste vérifier que tout va bien. Étonnamment, un oiseau plus petit ose défier le puissant rapace. Un goéland marin passe tout près du pigargue pour rejoindre son propre nid. La femelle revient plus tard avec un poisson. Elle le coupe délicatement en morceaux pour le répartir entre les petits. Fin septembre, seuls les fous de Bassan occupent encore la falaise. Les petits ont presque leur taille adulte. Certains couples qui ont perdu leur progéniture entament une nouvelle parade nuptiale. D'autres se retrouvent seuls, souvent parce que leur partenaire a été pris au piège des filets de pêche utilisés pour les nids. Les corbeaux et les pigargues ont profité de la présence des oiseaux. La falaise est l'une de leurs principales ressources dans la région. Leurs proies restent sur leur garde. Pourtant, les jeunes doivent quitter leur nid. Un beau jour,
il faut faire le grand saut, avec plus ou moins d'élégance. Certains se posent sans problème sur l'eau. Le pigargue n'ose pas s'aventurer dans une gorge si étroite. D'autres se mettent en danger. Un petit à découvert est vulnérable. Comme ceux qui sont dans la végétation et n'arrivent pas à décoller. Pourtant, le rapace n'attaque pas. Il préfère s'en prendre à une proie plus petite. Peut-être à cause du bec tranchant des fous de bassan. Le pigargue a repéré le cadavre d'un petit. Parfois, il n'y a qu'à se baisser pour trouver un bon repas. Un à un, les jeunes fous de bassan prennent la mer. Comme leurs parents avant eux, ils vont vivre leur vie. Dans un monde plein de dangers et d'épreuves, mais aussi riche et généreux. Dans l'extrême nord de l'Europe, la nature poursuit son cycle immuable au rythme des saisons et de ses contraintes.